Je m'appelle Claire. J'ai 22 ans, et ce fait marquant m'est arrivé. Ce matin-là, le ciel de Toulouse semblait aussi gris que mon humeur. J'ouvris les yeux avec une étrange sensation de vide. Mon anniversaire tombait en plein milieu d'un semestre chargé, et je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un message, un petit geste symbolique, une preuve quelconque que j'existais encore pour mes parents. Jacques et Sophie, mes géniteurs, m'avaient toujours considérée comme une fille sage, studieuse, discrète. Trop discrète peut-être. Je vivais encore chez eux, le temps de terminer mon master en ingénierie informatique. Nous partagions le même toit, mais rarement les mêmes mots. Depuis des mois, l'ambiance à la maison était glaciale, faite de silence et de regards évités. Quand j'entendis frapper à ma porte ce matin-là, je crus naïvement qu'ils avaient enfin pensé à moi. J'ouvris. Sur le sol, une valise. La mienne. À côté, une enveloppe sans nom. Jacques et Sophie se tenaient à quelques mètres, dans le couloir. Ils ne dirent presque rien. Jacques, les bras croisés, évitait mon regard. Sophie avait les yeux gonflés, mais aucune larme ne coulait. Elle murmura seulement « Il est temps que tu partes, Claire. » Je restai figée. Mon cerveau essayait de comprendre, d'analyser, de décortiquer. Était-ce une mauvaise blague? Un test? Un malentendu? Aucun des deux ne tenta de m'expliquer. Ils se contentaient de me faire face, droit et distant, comme des étrangers qu'on croise dans un couloir d'hôtel. Je ramassai la valise, ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre courte, rédigée à la main. Elle disait simplement « Tu es adulte maintenant. Il est temps de vivre ta vie ailleurs. » Pas un mot de plus. Je retournai dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Mon souffle était court, ma vision floue. J'empoignai quelques affaires en vrac, mon ordinateur portable, mon chargeur, quelques vêtements. Mon regard balaya la pièce une dernière fois. C'était encore mon univers, mes murs, mon lit, mais tout paraissait déjà appartenir à quelqu'un d'autre, comme si j'avais déjà été effacée de cette maison. En sortant, personne ne m'accompagna. Ils restèrent là, immobiles, pendant que je franchissais la porte d'entrée. Je descendis les escaliers lentement, la valise roulant derrière moi, chaque marche résonnant comme une cloche de fin. Je n'avais nulle part où aller, aucun plan, aucune main tendue. Mon téléphone vibrait dans ma poche, mais je n'avais pas la force de le sortir. Je passai le reste de la journée à errer dans les rues de Toulouse, incapable de pleurer, incapable de penser. Le soir venu, je trouvai un petit hostel près de la gare Matabio. Une chambre modeste, une lumière blafarde, une odeur de renfermé. C'est là que je m'écroulais, épuisée. Mon sac encore sur le dos, mes chaussures aux pieds. J'avais quitté une maison, mais j'avais aussi perdu mes repères, ma place, mes certitudes. Dans cette pièce inconnue, le silence était plus épais qu'à la maison. Et pourtant, pour la première fois, je pus respirer sans sentir le poids des non-dits. J'étais seule, mais libre, du moins en apparence. Car au fond de moi, une question brûlait sans relâche. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Que leur avais-je fait? Je restais allongée des heures sans bouger. Puis, vers 2 heures du matin, je me redressai. Mon ordinateur était là, sur la table de chevet. Je l'ouvris par automatisme, sans but précis. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose de familier, de logique. À l'écran, le fond d'écran familier. Une photo prise lors d'un stage à Paris, sourires artificiels et soleil filtré. Je n'étais pas prête à affronter la vérité. Pas encore. Mais au fond de moi, je savais déjà que cette expulsion n'avait rien d'un simple caprice parental. Il y avait quelque chose de plus sombre, plus tordu. Et bientôt, ce quelque chose viendrait me hanter. Allongée sur le lit dur de la petite chambre d'hostel, je sentais chaque ressort me rappeler que j'étais loin de chez moi. La lumière de l'écran de mon ordinateur me faisait mal aux yeux, mais je ne pouvais pas le refermer. Pas encore. Mon esprit refusait de s'apaiser. Il tournait en boucle, cherchant des réponses.
fouillant les moindres souvenirs récents à la recherche d'un indice. Et soudain, un détail me frappa. Une conversation, banale en apparence, que j'avais eue avec mon père il y avait quelques mois. C'était un samedi matin. Jacques m'avait appelé dans son bureau. Il n'aimait pas parler directement, surtout pas avec tendresse. Il préférait donner des ordres sous couvert de rationalité. Ce jour-là, il m'avait dit « On va moderniser notre gestion des finances. Tu pourrais développer un système de sécurité pour nos cartes de crédit, non ? Un truc simple, juste au cas où. » Il avait ajouté, avec ce ton distant qu'il employait toujours, « Tu es la plus compétente ici, autant que ça serve à quelque chose. » J'avais accepté sans poser de questions. Après tout, j'étais dans ma bulle universitaire, et toute occasion de pratiquer mes compétences me semblait valable. J'avais conçu un programme avec une double sécurité. Un gel automatique en cas de comportement suspect et un accès maître. Une sorte de clé numérique qui permettait de tout verrouiller ou débloquer d'un seul clic. Pour éviter tout risque, j'avais gardé l'accès principal sur mon propre ordinateur, en local, inaccessible à distance. À l'époque, cela me semblait anodin, une précaution. Mais maintenant, seul dans cette chambre, l'esprit brouillé par la douleur et la colère, cette décision prenait une toute autre signification. J'étais peut-être assise sur une bombe. Je rouvris les fichiers du programme. Là, en plein écran, s'afficha le tableau de bord du système. Les cartes bancaires de mes parents étaient listées avec des statuts actifs. Aucun accès non autorisé, aucune anomalie. Mais le pouvoir de les figer, de les rendre inutilisables, était littéralement à portée de main. Une série de chiffres, un mot de passe, un clic. Je fermais l'ordinateur brutalement, comme si je venais d'ouvrir une boîte de Pandore. Que signifiait tout ça ? Pourquoi m'était-il si soudainement hostile ? Est-ce que ce système avait un lien ? Avais-je servi, sans le savoir, à leur préparer une fuite, une manipulation, une couverture ? Je passais une partie de la nuit à ruminer. Mon esprit refusait d'accepter que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mon père ne m'avait jamais fait de tels compliments avant. Pourquoi me faire confiance avec quelque chose d'aussi délicat ? Pourquoi, juste après, me rejeter comme une erreur encombrante ? Tout semblait trop orchestré pour être accidentel. Je pris mon téléphone. Une impulsion soudaine me poussa à écrire à ma tante Hélène, la sœur de ma mère. Elle vivait à Marseille, on se parlait peu, mais je savais qu'elle avait toujours eu un regard critique sur la famille. Je tapais un message simple. « Tata, as-tu quelques minutes pour parler ? Je crois que mes parents me cachent quelque chose. » Je n'eus pas de réponse immédiate, mais l'avoir contacté m'apporta un semblant de réconfort. Je retournai sur mon ordinateur, sans activer le programme. Je voulais comprendre, pas agir, pas encore. J'avais entre mes mains un levier, une clé puissante, mais je ne pouvais pas l'utiliser sans savoir exactement ce que cela impliquerait. C'était comme tenir une arme chargée sans connaître la cible. Vers 5 heures du matin, je réussis enfin à dormir. Quelques heures, volées à l'angoisse. Le matin, l'odeur du café filtre dans la salle commune me tira du lit. Je descendis sans trop réfléchir, croisant des inconnus au regard indifférent. Des touristes, des travailleurs précaires, d'autres âmes perdues entre deux lieux, deux vies. Je m'assis avec un croissant froid, mon esprit encore embué. C'est alors que mon téléphone vibra. Un message de ma tante. « Appelle-moi dès que tu peux. Il faut qu'on parle. » Mon cœur rata un battement. Je remontai dans la chambre, le croissant à peine entamé. Je l'appelai sans attendre. Sa voix était ferme, directe, un peu inquiète. Après quelques phrases de politesse maladroite, elle lâcha une phrase qui me glaça le sang. « Claire, tu sais que ton père a utilisé ton nom pour des choses pas très nettes, n'est-ce pas ?» Je ne répondis rien. La ligne resta silencieuse. Je sentais que la vérité était sur le point de déferler, brutale, sans pitié. Mais ce moment appartenait à demain. Ce soir-là, je compris seulement que j'avais été trahi, et que cette clé numérique, que je gardais par simple précaution, allait peut-être devenir mon seul moyen de me défendre. Quand ma tante Hélène m'a demandé si je savais que mon père utilisait mon nom pour des choses douteuses, j'ai d'abord pensé qu'elle exagérait. J'étais choquée, bien sûr, mais aussi confuse.
Une partie de moi refusait d'y croire. Jacques, aussi distant et froid qu'il ait toujours été, restait mon père. Et ma mère, Sophie, malgré son silence pesant, ne m'aurait jamais laissé être utilisée ainsi. Si, j'ai demandé à Hélène ce qu'elle voulait dire. Sa voix était calme, presque trop. Elle m'expliqua que, depuis plusieurs mois, elle recevait des lettres administratives étranges à son adresse secondaire, des relances de banque, des offres de crédit, toutes à mon nom. Elle n'y avait pas prêté attention au début, pensant à une erreur. Mais en apprenant que j'avais été expulsée de chez moi sans explication, elle avait commencé à faire le lien. Je restais sans voix. Puis elle ajouta « Je suis désolée, Claire, mais je pense qu'ils ont utilisé ton identité pour obtenir des prêts, ouvrir des comptes. Ce n'est pas la première fois qu'ils manipulent des proches. » J'entendis dans sa voix une tristesse résignée, comme si ce genre de comportement n'était pas nouveau dans la famille. Sauf que, cette fois, la cible, c'était moi. Je sentis mes mains trembler. J'ouvris immédiatement mon application bancaire. Je parcourus mes comptes. Rien d'étrange à première vue. Mais ce n'était pas là que les dégâts apparaîtraient. Je fis une recherche rapide sur mon nom dans un registre de crédit en ligne. Plusieurs demandes de prêts au cours des derniers mois, dont certaines dans des établissements dont je n'avais jamais entendu parler. Toutes à mon nom. Mon dossier personnel, utilisé pour financer une vie qui n'était pas la mienne. Mon souffle se coupa. Une nausée monta en moi, brutale, incontrôlable. J'étais assise sur mon lit, les jambes ramenées contre moi, comme si me faire plus petite pouvait m'épargner la violence de la vérité. Il m'avait trahi. Non, ce mot n'était même pas assez fort. Il m'avait exploité, utilisé comme une ressource. Et une fois le plan bien avancé, il m'avait jeté dehors pour ne pas avoir à se justifier. Me mettre à l'écart pour ne pas risquer que je découvre leur petit manège. Je repensais à toutes les conversations des derniers mois, à leur distance, à leur regard fuyant. Tout prenait un sens cruel. Leur froideur n'était pas un hasard. C'était de la stratégie, du calcul. Me maintenir dans l'ombre, silencieuse, pendant qu'ils bâtissaient leur imposture. Je rappelais Hélène, la voix tremblante. Elle me confirma qu'elle connaissait une avocate spécialisée en fraude familiale. Elle me donna son nom, son numéro. Elle me dit aussi « Tu n'es pas seule, Claire. Je te crois. Et tu vas te relever. » Je la remerciai, la gorge nouée. C'était la première fois depuis mon départ que je sentais une présence humaine, sincère, une chaleur véritable. Le soir venu, je restai longtemps assise devant l'écran de mon ordinateur. J'ouvris le dossier contenant le système de sécurité. Je ne l'activais pas encore. Mais désormais, je savais pourquoi il existait. Il avait été demandé pour me piéger. Mais ironiquement, il était aussi ma seule arme. J'étais censée être un pion, une exécutante aveugle. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais brillante. Et surtout, maintenant, j'étais en colère. Je passais la nuit à relire les termes techniques, à analyser les paramètres de chaque carte liée au système. Chaque ligne de code que j'avais écrite me revenait avec une clarté nouvelle. J'avais le contrôle total. Et cette fois, je savais contre qui je devais m'en servir. Mais je ne voulais pas me précipiter. La tentation de tout bloquer d'un coup était grande, presque irrésistible. Pourtant, je savais que je devais d'abord consulter l'avocate, vérifier l'étendue légale de mes options. Je ne voulais pas juste me venger. Je voulais que justice soit faite. Le lendemain matin, j'appelai Maître Leclerc, l'avocate recommandée par Hélène. Elle m'écouta en silence, prenant des notes. Puis elle me dit « Ce que vous décrivez est grave. Il va falloir prouver chaque élément, documenter chaque transaction. Mais oui, c'est une forme de fraude familiale. Et vous avez des droits. Ces mots ne guérirent pas la douleur, mais ils mirent une structure à mon chaos intérieur. Il y avait un chemin, une possibilité de reconquérir ma dignité. Je raccrochais, les yeux fixés sur l'écran. Et je sus, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. Je passai la journée suivante dans une sorte de léthargie tendue, entre appels, recherches et silence lourd.
Maître Leclerc m'avait conseillé de commencer à constituer un dossier avec toutes les preuves disponibles, capture d'écran, courriel, relevé bancaire, toute trace qui pourrait démontrer que mon identité avait été utilisée sans mon consentement. J'ouvris un nouveau dossier sur mon ordinateur et, avec une rigueur presque mécanique, je me mis à tout classer. Mais à chaque clic, une partie de moi s'enfonçait un peu plus dans la colère. Je n'avais jamais été une fille impulsive. J'analysais toujours, je vérifiais, je comparais. Mais cette fois, il y avait une urgence qui ne se laissait pas contenir. Une part de moi hurlait que je ne pouvais pas attendre des mois pour obtenir justice. Pendant ce temps, eux continuaient à vivre tranquillement, à profiter de l'argent volé sous mon nom, comme si de rien n'était. Je me souvins alors du module de gel automatique intégré dans le système que j'avais développé. Il s'agissait d'une fonction de sécurité avancée qui permettait, en cas de détection d'activité suspecte, de bloquer temporairement tous les accès financiers liés au compte. Je l'avais conçu à la demande de mon père, pensant naïvement à une mesure de protection. Mais aujourd'hui, cette fonction prenait un sens radicalement différent. Je l'ouvris. Le tableau de bord était clair, précis. Les identifiants, bancaires de Jacques et Sophie, s'affichaient avec une régularité clinique. Je pouvais voir leurs habitudes, leurs transactions, leurs préférences de paiement. C'était comme regarder leur quotidien en miroir numérique. Je m'assis au bord du lit, les mains jointes. Devais-je vraiment le faire? Était-ce juste? Était-ce légal? Ce n'était pas une décision anodine. Ce clic pouvait tout changer. Il signifiait sortir de la position de victime silencieuse pour entrer dans celle de l'actrice principale de mon propre récit. Il signifiait reprendre le contrôle. Mais il signifiait aussi que je franchissais une ligne. Je repensais aux paroles de l'avocate. Si vous agissez seul, cela pourrait être utilisé contre vous. Pourtant, elle-même avait reconnu que j'étais déjà en position de légitime défense. Et surtout, je savais que ce système m'appartenait. Il était sur mon ordinateur, créé par mes soins, protégé par mon mot de passe. Le soir, je sortis marcher un peu dans les rues de Toulouse. Le vent était frais, les passants pressés. Personne ne savait ce que je traversais. J'étais invisible au monde, et paradoxalement, cela me donnait un étrange sentiment de liberté. Je pouvais faire ce que je voulais. Personne ne viendrait me retenir. En rentrant, je passais devant une vitrine, où une télévision diffusait les informations. Une émission parlait d'une affaire de fraude financière familiale dans le nord du pays. Le visage de la jeune femme qui témoignait était fatigué, mais déterminé. Elle disait simplement « J'ai décidé d'agir. Je ne voulais plus me taire. » Ce fut comme un déclic. Je retournai à l'hostel, le cœur battant. Je pris une douche rapide, puis m'assis face à mon ordinateur. Il était minuit passé. Le silence régnait. Mon doigt glissa sur le pavé tactile. J'ouvris le fichier maître, entrai le mot de passe. Le système s'activa. 3 options s'affichèrent. Surveillance, alerte et gel complet. Je sélectionnai la dernière. Un message de confirmation apparut. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer l'accès à tous les comptes liés? Cette action est irréversible sans clé secondaire. Je lus la phrase plusieurs fois. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Puis je cliquai sur oui. L'écran clignota brièvement. Puis un message. Carte gelée. Transaction désactivée. Accès restreint. C'était fait. Je restais là, figé, incapable de bouger. Une étrange sérénité m'envahit, suivie d'une montée d'adrénaline. Je venais de faire tomber le premier domino. Ce que cela entraînerait, je n'en avais aucune idée. Mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais passive. Je refermai le portable lentement, comme si le simple geste de le fermer pouvait effacer ce que je venais de faire. Mais je savais que c'était impossible. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait pas peur. Après avoir cliqué sur le bouton « Oui », je restais assise sans bouger, les yeux rivés à l'écran noir de mon ordinateur. Il n'y avait plus rien à faire. Le gel était actif, irréversible sans accès secondaire. Accès que seul, moi et le système central connaissions. C'était moi, maintenant, qui tenais les rênes. Et pourtant, je ne ressentais ni euphorie, ni triomphe. Juste un silence profond.
dense, comme si le monde entier retenait son souffle avec moi. Je m'allongeai sur le lit, habillée, les bras croisés sur la poitrine. Les battements de mon cœur étaient encore rapides, mais ma respiration se calmait, peu à peu. Je venais de lancer un mouvement, une première action, le début d'un effet domino que je ne contrôlais qu'en partie. Mais ce geste, si petit sur le moment, un clic, avait le pouvoir de fissurer leur façade parfaite, de briser le mécanisme qu'ils avaient construit sur mon dos. Je dormis d'un sommeil étrange, entrecoupé de rêves flous et d'images de ma maison, de ma chambre, de mon père furieux, de ma mère qui pleurait en silence. Je me réveillai peu avant 7 heures du matin, avec cette impression que quelque chose allait arriver. Et quelque chose arriva. À 8h12, mon téléphone vibra. Un message de Jacques, sec, précis. « Claire, on a un problème avec la carte bleue. Peux-tu vérifier ton système ? Urgent. » Je le lus sans ciller, le doigt immobile. À 8h40, un appel manqué, puis un autre. À 9h03, un message vocal de Sophie. « Ma chérie, on ne comprend pas. Rien ne marche. Ton père est au garage. Il ne peut pas payer l'essence. Est-ce que tu pourrais jeter un œil ?» Sa voix tremblait, oscillant entre panique et supplication. Je ne répondis pas. Pas tout de suite. Je posai mon téléphone, sur la table, les mains moites. Le moment que je redoutais, ou peut-être que j'attendais, venait de commencer. Ils sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Et ils se tournaient vers moi. Comme toujours, quand les choses devenaient techniques, complexes, hors de leur contrôle, ils revenaient vers la fille prodige, la fille ordinateur, celle qui savait faire fonctionner les machines. Mais cette fois, ce n'était pas une panne. C'était moi, Claire, 22 ans, leur fille, que l'on avait jetée dehors sans un regard. Je les laissais mariner. J'observais la pluie glisser sur la vitre de la chambre. Le monde dehors continuait de tourner, ignorant tout de ma vengeance silencieuse. C'était ça, le plus étrange. Ce que j'avais fait ne faisait aucun bruit, aucune explosion, aucun cri, juste une désactivation propre, chirurgicale, invisible aux yeux du monde. Et pourtant, je savais que chez eux, le chaos avait commencé. À 10h15, un nouveau message. « Claire, il faut qu'on parle. Ce n'est pas le moment de jouer. Appelle-nous. » Je souris sans joie. Le ton changeait déjà. Ce n'était plus une simple demande d'aide, c'était une tentative de reprise de contrôle, un ordre déguisé en supplication. Je décidai de décrocher à l'appel suivant. Pas pour aider, pour écouter. Il ne fallut que quelques minutes. Le téléphone sonna. Je répondis. « Claire ?» fit la voix de Jacques. « Tu peux vérifier ce que tu as fait ? Il y a une erreur, ça ne marche plus. Rien ne passe. » Je restai silencieuse quelques secondes. Puis je dis, posément, « Ce n'est pas une erreur. » Un silence glacé de l'autre côté. Puis, une montée de colère à peine contenue. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pris une inspiration. Mon ton resta calme. « Je sais ce que vous avez fait avec mon nom. Et je sais pourquoi vous m'avez viré. » Un nouveau silence. Puis la voix de Sophie, tremblante, s'interposa. « Ma chérie, il doit y avoir un malentendu. On peut en parler. » « Non, maman, il n'y a aucun malentendu. J'ai les preuves. Et j'ai le contrôle. Vous avez voulu que je parte ? Très bien. Mais vous n'avez pas le droit de me voler en plus. » Jacques tenta une nouvelle approche, autoritaire. « Tu ne réalises pas ce que tu fais. Tu vas tout compliquer. » « Non, papa. C'est vous qui avez tout compliqué. Moi, je rétablis l'équilibre. » Puis je raccrochai. Je posai le téléphone, le souffle court. Mes mains tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline. J'avais dit ce qu'il fallait. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'étais plus leur pantin. Ce jour-là, je sortis marcher longtemps. J'avais besoin d'air, de mouvement, de mettre de la distance entre moi et la tension qui s'accumulait. Le ciel était lourd, couvert de nuages bas. Mais pour moi, quelque chose s'était éclairci. Je n'étais plus une victime passive.
J'étais devenue l'architecte d'une réponse, d'une riposte, peut-être maladroite, peut-être risquée, mais profondément mienne. Et ce clic, dans le silence de la nuit, avait tout changé. Le lendemain matin, je me réveillais avant l'aube. Mon corps était encore engourdi, mais mon esprit était en alerte. J'avais cette sensation étrange, celle qu'on ressent juste avant qu'un orage éclate. Un calme apparent, mais saturé d'électricité. Je savais que quelque chose allait se passer. J'avais lancé le mouvement, enclenché la mécanique. Maintenant, il ne me restait plus qu'à observer les effets. Vers 8 heures, je consultais discrètement le tableau de bord du système. Les cartes bancaires de Jacques et Sophie étaient toujours bloquées. Aucune tentative de transaction n'avait été autorisée. Mais une activité inhabituelle était visible. Plusieurs tentatives de paiement refusées, notamment dans une station-service de Balma, à l'est de Toulouse. Quelques minutes plus tard, comme prévu, le téléphone vibra. Appel entrant. Jacques. Je laissai sonner. Puis encore un autre. Sophie, cette fois. Je ne répondis pas. Mon objectif n'était pas de les torturer, mais de les confronter à une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter. Une Claire qui disait non. Une Claire qui ripostait. Je sortis de l'hostel en fin de matinée, le vent frais balayant les rues encore calmes. Toulouse me semblait plus grande, plus complexe, comme si chaque bâtiment cachait une vérité que je n'avais pas encore découverte. Je m'arrêtai dans un petit café du centre-ville. Le serveur ne me posa aucune question. Il m'apporta un café noir, chaud, et un croissant à peine tiède. J'étais reconnaissante de ce silence. Je n'avais pas besoin de mots. J'avais besoin d'un moment d'observation. Je ressortis le téléphone. 12 appels manqués, 8 messages. Tous non lus. Je décidai d'écouter un seul message vocal, celui de Sophie, reçu à 9h23. Sa voix était paniquée. « Claire, s'il te plaît. Ton père ne comprend pas ce qui se passe. Il est en colère. Moi non plus, je ne comprends pas. J'ai essayé d'acheter mes médicaments et la pharmacie a refusé la carte. Ce sont des traitements importants. S'il te plaît, rappelle-nous. On est ta famille. » Je restai figée. Une partie de moi vacilla. Les mots « traitements importants » éveillèrent une inquiétude réelle. Et puis, il y avait cette voix, ma mère, presque brisée. Je n'étais pas insensible, mais je savais aussi que ce message faisait partie du théâtre, que derrière chaque mot se cachait une intention. Peut-être pas entièrement fausse, mais pas complètement sincère non plus. Je décidai de répondre. Juste une fois. « Je vous ai entendu, dis-je d'un ton calme. Mais je ne vous crois plus. Si tu as vraiment besoin de ces médicaments, il y a d'autres moyens. Vous avez toujours su vous en sortir. Maintenant, c'est mon tour de ne plus être invisible. » Et je raccrochai. L'après-midi, je restais enfermée dans ma chambre, le rideau tiré, l'ordinateur allumé. Je surveillais les logs du système. L'activité bancaire s'intensifiait. Appels au service client, tentatives de réinitialisation, transferts, bloqués. Ils étaient en panique. Leurs habitudes de consommation s'effondraient une à une. Plus de paiement au supermarché, plus de courses en ligne, plus de retrait aux distributeurs. Un à un, leurs privilèges numériques se dissolvaient dans le néant. Ce fut comme assister à une chute lente, méthodique. Ils ne pouvaient pas comprendre que tout venait de l'intérieur, que ce n'était pas un virus, ni un bug, ni une erreur bancaire. C'était leur propre fille, celle qu'ils avaient trahie, expulsée, manipulée. C'était moi, Claire, en silence, depuis une chambre minuscule, qui tenait le centre de commande. Vers 17h, un nouveau message arriva. Plus court, plus sec. Cette fois, c'était Jacques. « Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, tu te trompes. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. » Je souris. Ce ton, je le connaissais, par cœur. Ce n'était plus de l'inquiétude. C'était la peur qui se maquillait en menace. Il sentait le sol se fissurer sous ses pieds. Il perdait le contrôle. Et il n'avait jamais supporté de ne pas dominer une situation. Ce soir-là,
Je refusai de me laisser emporter par l'attention. Je me fis un thé. J'ouvris un livre, un roman que je n'avais jamais pris le temps de terminer. Pour la première fois depuis des jours, je me permis de lire quelques pages, de me rappeler que ma vie n'était pas qu'un champ de bataille, que j'avais encore le droit à des instants de calme, même fugitifs. Avant de me coucher, je consultai à nouveau le système. Tout était stable. Le gel tenait. Aucun contournement. Aucun piratage. Je m'endormis en pensant à ce mot qu'il n'avait jamais utilisé avec moi. Pas une seule fois, même quand j'étais enfant. Pardon. Il ne m'avait jamais demandé pardon. Et peut-être qu'il n'en était même pas capable. Mais désormais, moi, je n'étais plus celle qui subissait. J'étais celle qui décidait. Il y a une forme de solitude qu'on choisit et une autre qui nous est imposée. Moi, je n'avais rien choisi. J'avais été arrachée à mon quotidien, projetée dans un vide social où personne, jusqu'alors, ne semblait vraiment entendre ce que j'avais à dire. Mais après le gel des cartes, après cette suite de messages et de silences lourds, une idée s'est mise à germer dans mon esprit. Si je parlais, si je racontais ce qui m'était arrivé, est-ce que quelqu'un écouterait enfin? Je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la reconnaissance, une validation. Quelqu'un qui me dise « Tu as eu raison ». Et si mes parents refusaient de voir la vérité, peut-être qu'un inconnu, quelque part, la verrait à leur place. J'ai créé un compte anonyme sur une plateforme sociale très fréquentée. Pas mon nom, pas ma photo, juste un pseudonyme, FilleNexil22. J'ai écrit un premier message. Pas un manifeste, pas une plainte. Un simple témoignage, brut, sans fioriture. J'ai commencé par « J'ai 22 ans. Je viens d'être expulsée de chez mes parents, sans explication. Et ce que j'ai découvert ensuite m'a brisée. Mais j'ai décidé de ne plus me taire. » Puis j'ai raconté. En quelques paragraphes, j'ai résumé l'essentiel. Le système que j'avais conçu, l'expulsion soudaine, la découverte des fraudes, l'humiliation, la colère, et enfin, l'action. Je n'ai pas mentionné de nom, ni de lieux exacts, juste des faits, des sentiments, des décisions. Je n'attendais pas grand-chose, peut-être 1 ou 2 messages de soutien. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était l'ampleur de la réponse. En moins d'1 heure, des dizaines de commentaires, puis des centaines, des jeunes, des femmes, des hommes, de tous âges, racontant leurs propres histoires. Des récits d'injustice familiale, de manipulation, de silence. Beaucoup me disaient qu'ils n'avaient jamais osé parler. Que lire mon témoignage leur donnait enfin le courage. Je lus chaque mot. Chacun d'eux était comme une pierre qu'on retirait de mon dos. Je n'étais plus seule. Je n'étais plus une anomalie. Il y avait un écho à ma voix. Et il y avait plus. Parmi les commentaires, certains venaient de professionnels de la cybersécurité. Ils me demandaient, à demi-mot, comment j'avais conçu mon système. D'autres me proposaient de collaborer à des projets. Un message en particulier attira mon attention. Il venait d'un ingénieur d'une start-up spécialisée en protection des données personnelles. Il écrivait « Si ce que tu racontes est vrai, tu as un talent précieux. On aurait besoin de quelqu'un comme toi. Tu serais prête à en parler ?» Je restais figée. Pour la première fois, mon savoir, que mes parents avaient utilisé pour me piéger, devenait une clé, une possibilité, une ouverture vers autre chose, vers une vie où mes compétences serviraient de mes choix, pas ceux des autres. Je ne répondis pas tout de suite. J'avais besoin de réfléchir. Mais l'idée que mon expérience puisse devenir utile, qu'elle puisse m'emmener ailleurs, commença à s'enraciner. Les jours suivants, je continuais à publier. Des fragments d'histoire, des réflexions, des analyses techniques sur la cybersécurité appliquée à la sphère familiale. Mon ton restait neutre, factuel. Je ne voulais pas faire pleurer. Je voulais faire comprendre. Mon compte gagna en visibilité. Très vite, des chaînes secondaires de vidéos commencèrent à relayer mes textes. Certaines tentaient de deviner mon identité. D'autres, plus respectueuses, parlaient simplement d'une jeune femme courageuse
qui avait osé défier ses bourreaux familiaux avec intelligence et méthode. Et moi, je regardais ça de loin, protégée derrière mon anonymat. C'était étrange, grisant et effrayant à la fois. Je devenais une sorte de symbole malgré moi, une voix pour ceux qu'on avait fait taire trop longtemps. Je me souvenais de toutes ces fois où, chez moi, je voulais parler, exprimer une émotion, une inquiétude, et où on me répondait par le silence, la dérision, l'ignorance. « Tu dramatises, Claire. Sois raisonnable. Tu réfléchis trop. » Ces phrases me hantent encore. Mais là, sur cet espace numérique, chaque mot que je postais était accueilli, repris, relayé. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était devenu un point de départ pour d'autres récits. Et au fond, peut-être que c'était ça, ma vraie revanche. Exister enfin par moi-même, avec mes mots, mes choix, ma vérité, qu'ils le veuillent ou non. Je ne m'étais jamais imaginée dans la peau de quelqu'un dont l'histoire circulerait partout. Moi, Claire Morel, étudiante en informatique, silencieuse, presque invisible au sein de ma propre famille, je devenais une énigme publique. Tout avait commencé comme un cri discret, un aveu glissé sous pseudonyme. Mais l'écho avait été plus grand que prévu, plus rapide, plus vaste. Un soir, alors que je travaillais dans la salle commune de l'hostel, mon téléphone vibra plusieurs fois. Des notifications, des messages privés. Puis, un lien que quelqu'un m'envoya, une vidéo sur YouTube, une miniature floue, un titre accrocheur. L'histoire qui secoue les réseaux, la fille qui a repris le pouvoir. Je cliquais. Le créateur du contenu, un vidéaste indépendant, avait retracé ma série de publications. Il les avait lues à voix haute, les avait illustrées avec des images génériques de Toulouse, de jeunes femmes tapant sur des claviers, de parents distants. Il ne donnait pas mon nom, mais il posait des questions. Qui est-elle? Pourquoi ses parents l'ont-ils vraiment expulsée? Et surtout, que cache cette histoire de gel numérique? Le ton n'était ni accusateur, ni sensationnaliste. C'était curieux, respectueux. Mais la vidéo, en quelques heures, grimpa dans les tendances. Et avec elle, l'anonymat commença à se fissurer. 2 jours plus tard, un journaliste d'un site d'actualité local m'écrivit. Il disait avoir reconnu certains détails techniques que j'avais évoqués. Il avait consulté un ancien professeur de l'université qui avait parlé d'une étudiante brillante, récemment absente des cours. Mon cœur se serra. Je sentis l'étau se refermer. Je ne savais pas quoi faire. Me cacher? Supprimer mes publications? Ou faire face? C'est alors que je me souvins de ce que Hélène m'avait dit, la veille au téléphone. Tôt ou tard, Claire, la vérité sortira. Tu as le choix de la subir ou de l'embrasser. J'avais peur. Une peur viscérale. Mais je savais qu'elle avait raison. Alors j'ai écrit un nouveau message, le dernier, sous ce pseudonyme. J'y avouais que j'étais bien cette jeune femme, que mon nom était Claire Morel, que tout ce que j'avais raconté était vrai. Je l'ai signé. Et j'ai cliqué sur « Publier ». Le monde s'est arrêté pendant quelques secondes, puis tout s'est accéléré. Les partages explosèrent, les commentaires aussi. Certains m'accusaient de diffamer ma famille. D'autres me remerciaient. Beaucoup disaient que j'étais courageuse. Moi, je ne ressentais ni gloire, ni soulagement, seulement le vertige. Le moment exact où l'intime devient public. Le lendemain, le petit site d'actualité publia un article titré « Claire Morel, l'étudiante toulousaine qui défie ses parents pour reprendre son identité ». L'article était sobre, documenté, et surtout, il respectait mon récit. Il y avait même une interview de mon ancien professeur, qui déclarait « Claire a toujours eu un sens aigu de l'éthique. Si elle en est arrivée là, c'est qu'on l'y a poussée. » Je ne savais pas si cela m'aidait ou m'enfonçait. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, mes parents furent exposés. Un autre article, publié par un média plus grand, fit le lien entre les accusations d'usurpation d'identité et les biens récemment acquis par Jacques et Sophie Morel. Une voiture neuve,
des voyages coûteux, des placements douteux. La suspicion publique devint enquête. La presse appela cela un cas rare de manipulation parentale inversée, où l'enfant devient victime du système familial censé la protéger. Ma boîte mail explosa. Des journalistes, des activistes, des victimes, des invitations à parler, à témoigner, des propositions d'aide, même des excuses d'inconnus qui avaient douté de moi au départ. Mais l'effet le plus immédiat, ce fut l'appel, leur appel, Jacques et Sophie. Pas pour s'excuser, pas pour comprendre, mais pour se défendre. Claire, tu n'aurais jamais dû. On peut tout expliquer. Ce que tu fais est dangereux. Tu ne mesures pas les conséquences. Je ne répondis que par une phrase. Vous avez volé ma voix pendant 22 ans. Maintenant, elle porte plus loin que la vôtre. Et je raccrochai. Je passais la soirée à lire les messages d'inconnus, à répondre à ceux qui avaient aussi vécu l'abandon, la manipulation, la dépossession silencieuse. J'étais bouleversée, mais pas seule. Je me découvrais entourée, soutenue, portée. Non plus comme une victime, mais comme un point d'ancrage pour d'autres. Et dans ce nouveau tumulte, une chose devint claire. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Quand j'ai ouvert ma boîte mail ce matin-là, je savais que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la quantité de messages, c'était leur tonalité. Il y avait une tension nouvelle dans l'air, comme si l'histoire avait dépassé le simple récit personnel pour entrer dans une autre dimension. Juridique, publique, irréversible. Un message attira mon attention. Il venait d'un avocat spécialisé en droit pénal, inconnu de moi, mais manifestement bien informé. Il me disait avoir lu mon témoignage et les articles qui avaient suivi. Il m'indiquait que le parquet de Toulouse s'était saisi du dossier après la parution d'un rapport de presse révélant des incohérences dans les déclarations fiscales de mes parents. Une enquête était en cours, officielle. Je restais figée devant l'écran. C'était donc vrai. Ce que j'avais déclenché n'était plus un simple règlement de compte familial. C'était une affaire d'état civil, de fraude, de responsabilité. Les jours suivants furent un tourbillon. On me contacta pour témoigner. Je reçus une convocation formelle de la gendarmerie. Le document était clair. Audition dans le cadre d'une enquête ouverte pour escroquerie, faux et usage de faux. Mes parents étaient visés. Moi, j'étais considérée comme la victime principale. Je me rendis au poste le cœur battant, accompagné de Maître Leclerc. L'officier chargé de l'affaire fut courtois, méthodique. Il me posa des questions précises, point par point. Le système informatique, la création du programme, la nature des documents signés à mon insu, les courriers que j'avais découverts, les messages que j'avais reçus. Je répondis à tout, avec calme, avec douleur aussi, parce que chaque mot prononcé, chaque fait confirmé, était une lame de plus dans ce lien familial déjà moribond. Après 3 heures d'entretien, l'officier me remercia. Il me dit, presque comme une confidence, « Vous avez fait ce que beaucoup n'osent jamais faire. » Je sortis du bâtiment sous une pluie fine. Le ciel de Toulouse avait cette teinte blanchâtre de fin d'hiver. Je me sentais vidée, mais droite, debout, un peu plus solide. Ce soir-là, un nouveau chapitre s'ouvrit. Plusieurs personnes prirent contact avec moi. Des anciens collègues de mes parents, des voisins, même une ancienne amie de ma mère qu'on appelait Tante Viviane quand j'étais petite. Tous disaient la même chose, d'une manière ou d'une autre. On aurait dû parler plus. Tôt. Viviane me raconta comment Sophie avait manipulé une autre amie pour obtenir un prêt. Un ancien collègue de Jacques décrivit des manœuvres douteuses dans une ancienne entreprise familiale, disparue depuis. Les pièces s'assemblaient. Les masques tombaient. Mes parents n'étaient pas de simples parents perdus. Ils étaient calculateurs, récidivistes, habitués à user des liens affectifs comme levier, comme outil de pression. J'en étais la dernière victime, la plus vulnérable peut-être, parce que j'avais grandi dans leur ombre, croyant que le silence était synonyme d'amour. Je reçus aussi une lettre, une vraie lettre, manuscrite, avec mon nom sur l'enveloppe. Aucune adresse d'expéditeur. Mais l'écriture, je la reconnus immédiatement. Sophie. Je l'ouvris avec précaution,
assise sur le lit de ma chambre d'hostel, les mains tremblantes. « Claire, je ne sais pas quoi dire. Je suis perdue. Tout ce que tu racontes, tout ce que tu dévoiles. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que je n'ai jamais voulu ça. J'ai suivi. J'ai fermé les yeux. Je me suis tue. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Peut-être. Mais je ne t'ai jamais cessé d'aimer, même quand je n'étais pas capable de te le montrer. Je reposais la lettre. Je ne pleurais pas. Pas cette fois. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une explication. C'était un aveu d'impuissance. Une tentative de rattraper un fil trop distendu pour être renoué. Je la rangeais dans mon sac, sans savoir si je la relirais un jour. Les jours suivants, les médias prirent un nouveau tournant. Ce n'était plus seulement la jeune femme qui a gelé les comptes de ses parents. C'était l'affaire Morel, avec des chroniques, des analyses, des plateaux télé, où des experts débattaient de l'emprise familiale, des abus d'autorité, du droit des enfants adultes à se défendre. Moi, je restais en retrait. Je parlais peu. Je laissais les faits parler. Et chaque jour, je recevais de nouveaux témoignages de personnes qui, à leur tour, trouvaient le courage de dénoncer. Ce que j'avais cru être une bataille solitaire devenait un soulèvement discret, mais profond. Et je n'étais plus une cible. J'étais devenue une source. Quand la date de l'audience a été fixée, j'ai ressenti un mélange violent de peur et de détermination. Je savais que ce moment viendrait, mais le voir inscrit noir sur blanc, officiel, irrévocable, changeait tout. Ce n'était plus une hypothèse, une rumeur, un combat anonyme. C'était un rendez-vous avec la vérité, devant la loi, devant eux. Maître Leclerc me prépara avec patience. Elle me répéta que je n'avais rien à prouver, que je n'avais pas déjà démontré par les faits. Les preuves étaient assez solides. Les documents bancaires, les captures d'écran, les témoignages d'anciens proches, les incohérences dans les déclarations de revenus de mes parents. Mais elle me rappela aussi que la salle d'audience n'était pas un lieu neutre, que le choc émotionnel d'y croiser Jacques et Sophie serait immense, et qu'il fallait s'y préparer. La veille du procès, je dormis à peine. J'avais cette boule dans la gorge, cette tension dans le ventre, comme si tout mon corps refusait de revivre ce face-à-face. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais plus le choix. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour mettre un point final, pour que les choses soient dites. En plein jour, le matin du procès, je me suis habillée simplement. Un pantalon noir, une chemise claire. Rien de spectaculaire. Je voulais être moi. Pas une victime déguisée, pas une héroïne médiatique. Juste Claire, 22 ans, fatiguée, mais debout. La salle d'audience était froide, fonctionnelle, le bois sombre, les murs nus, les regards des gens présents, journalistes, curieux, avocats, me pesaient. Mais quand j'ai vu mes parents entrer, mon souffle s'est coupé. Jacques avait le visage fermé, dur, presque impassible. Sophie, elle, semblait absente, les yeux rougis, les traits tirés. Ils ne me regardèrent pas une fois. Le juge ouvrit l'audience d'une voix neutre. Il rappela les faits, les accusations, escroquerie, abus de confiance, usage frauduleux d'identité. Puis, il me donna la parole. Je me levai, les jambes un peu flageolantes. Je regardais droit, devant moi, sans croiser leurs yeux. J'ai grandi dans une maison où les mots étaient rares, où l'amour ne se disait pas. J'ai appris à ne pas déranger, à être utile. Alors quand mon père m'a demandé de créer un système de sécurité pour nos finances, j'ai obéi, sans poser de questions. Je pensais qu'il me faisait confiance. Mais il me préparait un piège. Je marquai une pause. Le silence était total. Ils ont utilisé mon nom pour contracter des prêts. Ils ont acheté, voyagé, investi. Quand j'ai commencé à me rapprocher de la vérité, ils m'ont expulsé, sans explication, avec une valise posée devant ma porte. C'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais pas leur fille. J'étais leur outil. Ma voix tremblait légèrement, mais je continuais. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent, c'est une histoire d'effacement. Pendant 22 ans, j'ai été effacée. Aujourd'hui,
Je demande à être reconnu. Le juge hocha la tête, prit note. Puis ce fut au tour de mes parents. Leurs avocats plaidèrent le stress, la mauvaise gestion, l'incompréhension. Ils tentèrent de dépeindre l'affaire comme un conflit familial mal résolu, un malentendu amplifié par les réseaux. Jacques ne parla presque pas. Sophie, quand elle prit la parole, dit seulement « Je n'ai jamais voulu faire de mal » à Claire. Mais elle ne s'excusa pas. Pas vraiment. Le juge interrompit les débats après plusieurs heures. Il annonça qu'il rendrait sa décision sous 10 jours. Je sortis de la salle vidée, mais étrangement apaisée. Ce que j'avais à dire, je l'avais dit. En face, à voix haute, sans crier, sans fuir. Le verdict tomba une semaine plus tard. Jacques et Sophie furent reconnus coupables. Le juge condamna mon père à une peine de prison avec sursis et à une lourde amende. Ma mère reçut une peine plus légère, mais fut également reconnue responsable. Le plus important, pour moi, fut ceci. Je fus officiellement blanchie de toutes les dettes contractées en mon nom. Le tribunal reconnut l'abus, la manipulation, et m'accorda une indemnisation significative. Je sortis du palais de justice avec un nouveau poids, celui de la réparation. Pas une victoire éclatante, mais une justice sobre, lente, réelle. Ce soir-là, je marchais longtemps dans Toulouse. Les rues étaient calmes. Je sentais enfin que quelque chose s'était refermé. Non pas la douleur, elle restait là, sourde, présente. Mais l'humiliation, elle, avait disparu. Je n'étais plus la fille qu'on avait trahie. J'étais la femme qui avait témoigné. Après le procès, je crus que je ressentirais un soulagement immédiat, une sorte de libération profonde. Mais il n'en fut rien. Il n'y eut pas d'euphorie, pas de sensation de victoire éclatante. Juste un vide, un immense vide silencieux. Je me souviens être rentrée à l'hostel ce soir-là sans prononcer un mot. J'avais en poche un jugement officiel, une décision de justice en ma faveur, un dossier refermé. Et pourtant, dans mon ventre, une pesanteur étrange, comme si quelque chose m'échappait encore. Le lendemain, je me réveillais tard. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais nulle part où aller, personne à affronter. Le combat était fini. Et c'était précisément ce qui me troublait. Quand toute une partie de votre vie a été occupée par une lutte, il est difficile de se rappeler qui l'on est une fois que le combat cesse. Je me retrouvais face à moi-même, nue, dépouillée. J'avais dénoncé mes parents, exposé leur double vie, affronté la justice, repris le contrôle. Mais à quel prix ? Une partie de moi se demandait si j'étais devenue une version d'eux. Si, en me défendant, je n'avais pas hérité de cette dureté froide, de cette capacité à couper les liens. J'en parlais à Hélène au téléphone. Elle m'écouta sans m'interrompre, puis me dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu n'as pas cassé une famille, Claire. Tu as mis fin à une illusion. » Ces mots résonnèrent longtemps. Peut-être que le lien que j'avais, cru brisé, n'avait jamais vraiment existé. Peut-être que ce que je pleurais n'était pas une perte, mais une vérité révélée. C'est dans cet état d'incertitude que je reçus un mail inattendu. Il venait de Monsieur Salomon, un ancien professeur d'université. Nous n'avions échangé qu'une ou deux fois lors de séminaires techniques, mais je me souvenais de lui comme d'un homme discret, exigeant, passionné par la cybersécurité éthique. Le message disait simplement « Claire, j'ai suivi ton parcours. Je dirige désormais un projet associatif qui vise à former de jeunes adultes vulnérables aux dangers numériques. Ton expertise et ton expérience personnelle pourraient changer des vies. Si tu cherches un nouveau sens, rejoins-nous. » Je relus ce mail plusieurs fois. Un nouveau sens. Ces mots-là me touchèrent, plus que tous les messages de soutien que j'avais reçus. Ils ne parlaient pas de vengeance, ni de réparation. Ils parlaient d'avenir. J'acceptais de le rencontrer. Nous nous retrouvâmes dans un café près du canal du Midi. Il m'écouta avec attention, mais ne me questionna pas sur mon passé. Il ne voulait pas savoir ce que j'avais fait. Il voulait savoir ce que je voulais faire maintenant. Je lui répondis honnêtement que je ne savais pas encore, mais que je voulais aider, que je voulais que mon histoire serve à autre chose qu'à nourrir des articles. Il me sourit et me parla du programme.
Des ateliers dans des foyers de jeunes, des modules de prévention, des formations sur les droits numériques. Ce n'était pas rémunéré. Ce n'était pas prestigieux. Mais c'était concret. Humain. Nécessaire. Je dis oui. Et ce fut là, dans une petite salle d'un centre social de Toulouse, devant une dizaine d'adolescents en rupture familiale, que je sentis pour la première fois depuis longtemps un apaisement réel. Je leur parlais des données personnelles, des mots de passe, des dangers des réseaux. Mais peu à peu, je compris que ce n'était pas que de cybersécurité dont ils avaient besoin. C'était de repères, de preuves que survivre à une trahison était possible, de visages capables de dire « Moi aussi j'ai été abîmé, mais je suis encore debout ». Je ne disais pas tout. Je ne parlais pas des nuits dans la peur, ni de la solitude profonde. Mais je leur disais l'essentiel. Votre passé ne vous définit pas. Ce que vous en faites, oui. Au fil des semaines, ce projet devint mon ancrage. Je repris goût au travail, au partage, à l'écoute. Je me reconstruisais à travers les autres. Non pas en niant ce que j'avais vécu, mais en le transformant. Je ne reparlais plus à mes parents. Je n'en ressentais plus le besoin. Ils étaient devenus, pour moi, des ombres lointaines, des figures du passé que je n'avais plus à craindre. Et dans cette transition douce entre la justice rendue et la vie reconstruite, je compris une chose fondamentale. Je n'avais pas besoin d'oublier. Je devais seulement avancer, un pas après l'autre. Avec cette nouvelle certitude au cœur, je valais plus que ce qu'il m'avait fait croire. Il y a des décisions qui ne naissent pas d'un plan, mais d'un besoin profond, presque viscéral. Celle de quitter Toulouse fut l'une d'elles. Non pas pour fuir, mais pour respirer. Ailleurs. Je n'avais plus peur de cette ville, mais elle était devenue saturée de souvenirs, de lieux que je ne pouvais plus traverser sans ressentir un poids invisible. Je choisis Lyon. Ce n'était pas un choix stratégique, c'était une intuition. Une ville assez grande pour m'accueillir dans l'anonymat, assez vivante pour m'inspirer de nouvelles idées, assez inconnue pour m'y réinventer sans devoir me justifier. Je louais un petit studio dans le quartier de la Guillotière, modeste mais lumineux. Les premiers jours, je passais mon temps à marcher, à m'imprégner des rues, des ponts, des marchés, à me sentir étrangère, volontairement étrangère. Et étrangement, cela m'apaisa. Très vite, je me remis au travail. Je repris mes recherches, mes lignes de code, mes projets avortés. Mais cette fois, je le fis avec une intention nouvelle. Plus question de coder pour satisfaire quelqu'un d'autre, encore moins pour servir une cause familiale biaisée. Je voulais créer pour protéger, pour prévenir, pour offrir à d'autres ce que j'aurais aimé avoir à 20 ans. Un outil, une ressource, une porte de sortie numérique. C'est ainsi qu'est née l'idée de la start-up. Je l'ai appelée Clairview. Un clin d'œil à mon prénom, bien sûr, mais surtout à l'idée de rendre les choses visibles. Claires. Compréhensibles pour ceux qui ne parlent pas le langage opaque de la cybersécurité. Le principe était simple. Offrir des outils, accessibles de protection numérique pour les jeunes en situation de fragilité sociale ou familiale. Des générateurs de mots de passe sécurisés, des alertes en cas de tentative d'accès non autorisée, des tutoriels compréhensibles sur la manière de protéger ses données, ses comptes, ses identités. Au début, je développais tout, seul. Des nuits entières à coder, tester, corriger, recommencer. Je vivais de peu. Mais je n'avais jamais été aussi déterminée. Puis, petit à petit, d'autres sont venus. Un ancien camarade de l'université me rejoignit pour le design. Une développeuse rencontrée lors d'un hackathon s'occupa de la partie mobile. Un juriste bénévole proposa de rédiger les conditions d'utilisation avec des termes simples. Une micro-communauté se forma autour du projet, animée par la même conviction. Le droit à la sécurité numérique ne devait pas être un luxe. Le bouche à oreille fit le reste. En quelques mois, Clairview fut mentionné sur plusieurs forums spécialisés. Puis dans un podcast, puis dans un article sur les innovations sociales portées par des femmes. Je n'avais pas cherché cette exposition. Elle était venue naturellement, portée par la sincérité du projet. Je fus invitée à des conférences. Je pris la parole dans des lycées.
je participais à des panels sur la souveraineté des données personnelles. À chaque fois, je me présentais simplement « Je m'appelle Claire, j'ai appris la cybersécurité dans ma chambre et j'ai dû l'utiliser pour me protéger de ma propre famille. » C'était une phrase qui frappait, qui choquait parfois, mais qui ouvrait toujours des discussions. Je rencontrais d'autres personnes comme moi, des jeunes qui avaient été trahis par ceux qui auraient dû les protéger, des adultes qui avaient passé leur vie à se reconstruire après une enfance toxique, des experts qui avaient les outils, mais pas l'histoire. Moi, j'avais les deux, et même si la douleur du passé ne disparaissait pas, elle ne dictait plus mes actes. Elle devenait un moteur, un guide, une boussole éthique. Je ne me définissais plus comme une victime, ni même comme une survivante. J'étais une actrice de ma propre histoire, une créatrice, une bâtisseuse. Je gardais en moi les cicatrices. Certaines se rouvraient par surprise. Un mot, un lieu, une odeur. Mais je savais désormais les accueillir, les observer sans qu'elles me submergent. Un jour, je reçus une lettre, de nouveau manuscrite, le même papier, la même écriture, Sophie. Je ne l'ouvris pas immédiatement. Je la posai sur mon bureau, à côté du clavier, et je la laissai là. Pendant des jours. Je n'étais plus pressée. Je n'attendais plus rien. Mon cœur battait autrement, désormais. Pas plus, fort, pas plus vite, mais plus juste. Je savais que j'avais encore beaucoup à faire, à apprendre, à corriger. Mais je n'étais plus dans l'urgence de prouver quoi que ce soit. J'existais. Et cela suffisait. Dans mon petit bureau de coworking, au milieu de câbles, d'écrans et de post-it griffonnés, je me sentais enfin à ma place. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais moi. Claire, vivante et libre. 2 ans ont passé depuis ce jour où mes parents ont posé une valise devant ma porte. 2 ans depuis cette rupture nette, brutale, qui a tout changé. Et aujourd'hui, c'est de nouveau mon anniversaire. J'ai 24 ans. Je me suis réveillée dans mon appartement à Lyon, baignée par une lumière douce. Il y avait cette odeur familière de café noir, celle que je prépare chaque matin, sans y penser. Mais ce jour-là, chaque détail me paraissait plus vivant, plus symbolique. Je n'attendais rien, aucun cadeau, aucune surprise. Je n'étais plus cette jeune femme qui espérait une validation de ceux qui n'avaient jamais su la regarder. Pourtant, à 8h du matin, mon téléphone vibra. Des messages, des collègues de Clairvue, des jeunes que j'avais formés, des amis rencontrés sur ce nouveau chemin, des vœux simples, chaleureux, sincères. Aucun mot creux, juste de la présence. Je descendis dans la salle commune du centre associatif où nous avions organisé un petit brunch, un peu improvisé, un peu bancal, mais tellement vrai. Il y avait du pain, des fruits, des sourires. Une dizaine de jeunes que j'avais accompagnés ces derniers mois étaient là, certains timides, d'autres plus démonstratifs. L'un d'eux, Mehdi, m'offrit une carte dessinée à la main. Dessus, il avait écrit « Merci de nous avoir appris à nous défendre et à ne pas avoir honte ». Je dus m'éloigner un instant pour contenir l'émotion. Il ne savait pas à quel point ces mots me touchaient. Autrefois, chaque anniversaire me confrontait à ce que je n'avais pas. Une vraie affection. Une reconnaissance. Une famille. Aujourd'hui, c'était différent. Je n'avais toujours pas de lien réparé avec Jacques ou Sophie. Et je n'en avais plus besoin. En fin d'après-midi, je rentrais chez moi. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe. Fine, sobre, avec mon nom complet écrit d'une écriture familière. Encore eux. Je montais lentement les escaliers. Dans ma cuisine, je posais la lettre sur la table. Je la regardais longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille. Un seul message, signé des deux. Claire, nous avons été lâches. Nous avons été injustes. Et nous avons tout perdu. Nous ne te demandons rien. Mais nous te devons au moins cette vérité. Tu avais raison et nous avons honte. Je restais figée. Pas de supplication. Pas de tentative de justification. Juste une reconnaissance. Tardive. Incomplète. Mais réelle.
Je ne pleurais pas. Pas cette fois non plus. J'étais au-delà des larmes, au-delà de la colère. Je ne savais pas si je répondrais. Peut-être, un jour, peut-être jamais. Le pardon n'est pas un devoir, c'est un chemin, et le mien était encore en construction. Le soir venu, je rejoignis mes amis sur les quais du Rhône. Pas de fête extravagante. Juste un pique-nique, quelques bougies plantées dans une brioche, des rires sincères, des regards vrais. On me demanda de faire un vœu avant de souffler. Je fermai les yeux, et je murmurai simplement que personne n'ait plus jamais à se battre pour exister. Puis je soufflai. Le vent emporta la fumée, les bougies s'éteignirent, et le monde continua de tourner. Mais en moi, un cycle s'était bouclé. Je n'étais plus celle qu'on avait expulsée. J'étais celle qui avait reconstruit.